La reproduction de la plante entre vie fixée et mobilité. Nous sommes dans le programme de terminale spécialité SVT. Nous allons voir aujourd'hui le transport du pollen et voir que ce transport du pollen est une étape essentielle, nécessaire à la fécondation que l'on dit croisée. Une fécondation croisée implique une mobilité des grains de pollen d'une plante à une autre. Dans une majorité de cas, la pollinisation repose sur une collaboration entre plante et pollinisateur en relation avec la structure florale. Le vent peut aussi transporter le pollen. Nous allons essayer de mettre en évidence dans l'analyse fonctionnelle d'une fleur que nous avons vue la fois précédente, dans le cours précédent, donc les relations entre une plante et un animal pollinisateur et leurs éventuelles implications évolutives, et on parle de coévolution. Notre objectif sera de présenter les deux grands modes de transport du pollen, leurs spécificités et les adaptations qui leur correspondent. Commençons par essayer de dégager une problématique. Donc nous travaillons sur le transport du pollen et nous savons, ou nous pouvons comprendre en quoi cette étape est nécessaire à la fécondation croisée. Alors, chez la plupart des plantes, la pollinisation est croisée, c'est-à-dire que les grains de pollen produits par une fleur sont déposés sur les stigmates d'autres fleurs de la même espèce. Et cela suppose le transport des grains de pollen. On peut dégager la problématique suivante. Comment la mobilité des grains de pollen est-elle assurée? Alors, nous allons parler de deux modes principaux de dissémination du pollen, c'est-à-dire que certaines fleurs, nous allons voir, sont pollinisées par le vent et que d'autres fleurs sont pollinisées par les animaux. Donc ça, ce sera dans un premier document. Dans un deuxième document, nous allons voir qu'il existe des adaptations conjointes entre les plantes et les pollinisateurs. Donc on va parler évidemment de pollinisation et également de voir qu'il y a ou qu'il y aurait ce que l'on appelle une coévolution. Alors commençons par essayer de comprendre quels sont ces deux modes principaux de dissémination du pollen. D'abord, nous avons dit que certaines fleurs sont pollinisées par le vent. Eh bien, vous pouvez observer sur des images internet des fleurs mâles de noisetiers laissant échapper de grandes quantités de pollen. Donc ça, c'est une première série d'images que vous pouvez vous amuser à regarder. Et ensuite, vous pouvez regarder également des fleurs de Poacées aux stigmates plumeux, pourpres et aux étamines pendantes. Regardez également, jetez un œil aux grains de pollen au microscope électronique. Alors par exemple, grains de pollen du noisetier, d'une Poacée, d'un pin, par exemple. Et puis regardez, donc ça ce sera dans une première étape, et ensuite vous pouvez vous amuser à regarder donc des abeilles récoltant du nectar, et vous pouvez remarquer qu'il y a de nombreux grains de pollen qui sont accrochés aux poils. Et regardez également des grains de pollen de courge, par exemple, et de lys que vous allez pouvoir observer au microscope optique, au microscope électronique à balayage plutôt. Regardez également des fleurs de myosotis, donc à différents stades de maturité, et nous allons en reparler tout à l'heure. Regardez également ce que l'on appelle les guides à pollen d'une digitale, nous allons en reparler, et
regarder également une fleur d'ophrys, Ophrys d'abeille, une fleur d'ophrys abeille, et nous allons en reparler tout à l'heure. Alors, première étape, donc, certaines fleurs sont pollinisées par le vent. Donc c'est assez facile à comprendre que, par exemple, lorsque vous avez pris des fleurs mâles de noisetier, vous avez vu sur une image internet qu'il y a de grandes quantités de pollen qui est expulsé par le vent. Même chose pour les poacées, les stigmates sont plumeux, les étamines sont pendantes et il y a beaucoup de... Donc le vent interagit de manière importante. Pareil pour les grains de pollen, noisetier, poacée ou pin par exemple, beaucoup de transport par le vent. Concernant d'autres fleurs qui sont pollinisées par les animaux, donc certaines sont sources de nourriture pour les insectes, c'est le cas par exemple des abeilles, lorsqu'elles récoltent du nectar, on remarque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a de nombreux grains de pollen qui sont accrochés à ces poils. Mais aussi, pour certains oiseaux, donc on a dit source de nourriture pour les insectes, mais aussi pour certains oiseaux, comme par exemple les colibris, ou bien des mammifères comme les chauves-souris. Ils y récoltent du pollen et du nectar, qui est riche en sucre, donc c'est un liquide riche en sucre, sécrété par ce que l'on appelle les nectaires, qui sont des glandes nectarifères, souvent situées au fond des fleurs. Elles attirent ces animaux par des signaux visuels, par exemple couleur ou forme, chimiques, donc signaux visuels ou chimiques, par exemple des parfums correspondant à des substances attractives, par exemple. Enfin, il peut y avoir des parfums et ou des substances attractives. Ou bien trophiques également, c'est-à-dire qu'il y a des substances nutritives. Donc voilà. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé des fleurs de myosotis à différents stades de maturité. Par exemple, donc, les fleurs roses sont immatures et sans nectar. Les fleurs bleues au nectaire blanc sont déjà fécondées et n'ont plus de nectar. Les fleurs au nectaire jaune sont fécondables et leurs nectaires riches en nectar et leurs nectaires sont riches en nectar. Ce sont les seuls visités par les insectes. Ensuite, je vous ai dit, donc, guide à pollen d'une digitale, eh bien, ce sont des marques spécifiques à l'intérieur de la corolle en forme de tube qui guident les insectes vers les pièces fertiles. Donc, guide à pollen d'une digitale. Et puis, fleur d'ophrys abeille, le pétale inférieur mime l'abdomen d'une abeille femelle. Donc il y a des phéromones sexuels, puisque la fleur va émettre alors l'odeur de la femelle, donc on parle de phéromones sexuels. Alors, je m'exprime mal. Chant pour la fleur d'ophrys abeille. Le pétale inférieur mime l'abdomen d'une abeille femelle. La fleur émet l'odeur de la femelle, ce sont des phéromones sexuels. Le mâle, par conséquent, est attiré par ce leurre, tente un accouplement, et repart avec les étamines fixées sur la tête. Donc ça, c'était pour les deux modes principaux de dissémination par le pollen. Donc on avait dit, des fleurs sont pollinisées par des animaux et d'autres par le vent. Ensuite, deuxième document, nous allons parler d'adaptation conjointe entre les plantes et les pollinisateurs, où là on va arriver à la notion de coévolution. Alors, dans ce document numéro 1 que nous avons vu précédemment, on a bien présenté les deux modes de dissémination du pollen, vous avez bien compris ça, ainsi que les adaptations des plantes anémogames et zoogames. Donc anémogames par le vent et zoogames par les animaux. Ensuite, deuxième document, donc je vous ai dit, je répète, adaptation conjointe entre les plantes et les pollinisateurs, donc nous allons parler de l'abeille par exemple, les insectes qui se nourrissent ou bien nourrissent leurs larves,
du pollen et du nectar qu'ils trouvent dans les fleurs assurent conjointement la pollinisation, passant d'une fleur à l'autre. Ils favorisent ainsi la fécondation croisée. Les deux partenaires tirent avantage de cette collaboration, c'est-à-dire que les plantes à fleurs, les angiospermes, et les insectes pollinisateurs comme les hyménoptères, c'est-à-dire les abeilles, les bourdons, se sont diversifiés simultanément depuis 100 millions d'années. On compte aujourd'hui environ 300 000 espèces d'angiospermes et 20 000 espèces d'abeilles. Ces groupes ont évolué conjointement, la diversification des uns favorisant celle des autres. Les insectes pollinisateurs présentent des adaptations particulières, facilitant la récolte et le transport du nectar et du pollen, tandis que les fleurs entomophiles présentent des adaptations les rendant plus attractives pour les insectes. Plantes entomophiles et pollinisateurs sont ainsi le produit d'une coévolution. Donc si on regarde le détail d'une abeille domestique Apis mellifera, nous allons nous apercevoir qu'il y a 3 parties dans le corps, la tête, le thorax, l'abdomen. Il y a 2 antennes, organes de l'odorat, du goût, du toucher et de la communication. Il y a un œil composé, 2 mandibules broyeuses, 2 paires d'ailes, un dard et des pattes. Si on regarde, alors regardez sur internet évidemment les documents. Si on regarde sur un document internet la langue, vous allez vous apercevoir qu'elle permet de lécher le nectar et les mâchoires servent à l'aspirer. Donc vous allez vous apercevoir qu'il y a des mandibules, des mâchoires en forme de tube et une langue. Quant à la patte postérieure, elle est adaptée à la récolte du pollen. La corbeille du tibia permet le transport de la pelote de pollen et le peigne la façonne. Donc si vous regardez bien la patte postérieure de l'abeille, vous allez voir ce que l'on appelle le coxa, le trochanter, le fémur, le tibia en forme de corbeille, le peigne, le tarse au poil raide formant une brosse et des griffes et des ventouses. Donc voilà pour les adaptations conjointes entre les plantes et les pollinisateurs avec l'exemple de l'abeille. Donc dans ce deuxième document, nous avons évoqué les adaptations des abeilles, qui sont des insectes pollinisateurs emblématiques, leur permettant la récolte du nectar et du pollen. Ces groupes d'angiospermes, le groupe des angiospermes serait apparu il y a environ 150 millions d'années à peu près. Les hyménoptères, abeilles et bourdons et les plantes à fleurs se sont diversifiés conjointement depuis 100 millions d'années. Les adaptations des uns favorisant celles des autres, il existe bien sûr d'autres animaux pollinisateurs, autres insectes par exemple, mais aussi des oiseaux, des mammifères. Mais les abeilles et les plantes à fleurs sont un très bon exemple de coévolution. Alors on pourrait s'amuser à essayer de résoudre un sous-problème pour comprendre comment s'effectue la pollinisation. Donc notre problème général, c'était comment la mobilité des grains de pollen est-elle assurée. Mais il faut également parler, donc on a parlé des modes de dissémination évidemment, mais donc on a parlé d'adaptation conjointe qui correspondait à une coévolution. Mais on peut se demander, donc essayer de comprendre comment s'effectue la pollinisation en répondant, pour voir si vous avez bien compris, à 3 sous-questions, sous-problèmes. C'est-à-dire que vous allez essayer de relever et de présenter sous la forme de votre choix des adaptations des plantes aux 2 modes de transport du pollen. Première question. Deuxième question, vous allez montrer que la pollinisation des fleurs entomophiles repose sur une collaboration entre plantes et pollinisateurs.
Et troisième question, vous allez essayer d'expliquer en quoi cette étroite collaboration a pu se mettre en place au cours de l'évolution. Alors bien sûr, donnez-vous un certain temps pour répondre à ces trois questions et je vais vous donner la réponse. Alors, d'abord, premièrement, les plantes anémogames présentent certaines adaptations qui permettent et facilitent le transport du pollen par le vent. 4 points. Premier point, elles produisent, ces plantes anémogames, de grandes quantités de pollen. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, les étamines sont mobiles et elles sont bien exposées au vent. Troisième chose, les grains de pollen sont lisses, de petite taille. Ils font moins de 50 micromètres et environ 30 micromètres pour les grains de pollen du noisetier, par exemple, 33 pour ceux d'une poacée et 47 micromètres pour ceux du pin. Donc, exemple que nous avons pris précédemment. Donc, certaines espèces comme les pins, les épicéas et les sapins émettent des grains de pollen allégés par des ballonnets remplis d'air. Et quatrième point, concernant ces plantes anémogames, eh bien les fleurs sont souvent petites et discrètes. Elles présentent des stigmates longs, ramifiés et ou plumeux et bien exposés au vent. Ensuite, nous allons parler des plantes zoogames. Donc nous avons vu les plantes anémogames. Voyons maintenant les plantes zoogames, c'est-à-dire pollinisation par les animaux. Un zoo, ça veut dire animaux. Donc les plantes zoogames sont source de nourriture pour les animaux pollinisateurs qui y récoltent du nectar et ou du pollen. Elles disposent d'adaptations qui attirent les animaux pollinisateurs vers le cœur de la fleur. Alors, donc, on va voir 4 points. Premier point. Donc, on a dit, elles disposent d'adaptations, ces plantes zoogames, qui attirent les animaux pollinisateurs vers le cœur de la fleur. Premier point. Il peut y avoir des signaux trophiques, comme le pollen, mais aussi le nectar, liquide riche en sucre, donc qui contient du glucose, du fructose, du saccharose, et qui est sécrété généralement par les nectaires, qui sont des glandes nectarifères, mais aussi par d'autres territoires de la fleur, c'est-à-dire que les signaux trophiques, comme le pollen, mais aussi le nectar, liquide riche en sucre, est sécrété. Donc le nectar est sécrété généralement par les nectaires, mais aussi par d'autres territoires de la fleur, en relation avec le phloème et la sève élaborée. Le nectar constitue la matière première du miel. Alors attendez, parce que j'ai un problème d'internet. Désolé. Alors, donc je disais, premier point, concernant les plantes zoogames, qui disposent d'adaptations qui attirent les animaux pollinisateurs vers le cœur de la fleur. Donc on y a, premier point, les signaux trophiques. Je répète, bon, je sais, c'est embêtant, mais bon, c'est pas grave. Donc des signaux trophiques comme le pollen, mais aussi le nectar, qui est un liquide riche en sucre, qui contient du glucose, du fructose, du saccharose, et qui est sécrété généralement par les nectaires ou glandes nectarifères, mais aussi par d'autres territoires de la fleur, en relation avec le phloème et la sève élaborée. On en était là. Le nectar constitue la matière première du miel des abeilles. Sa composition varie d'une plante à l'autre et présente un pouvoir attractif sur les animaux pollinisateurs. Les nectaires sont souvent localisés à la base des pétales ou des étamines. Deuxième point, il peut y avoir également, donc on a dit, les plantes zoogames
signaux trophiques. Deuxième point, signaux visuels. Ça peut être donc la taille, en relation avec la taille, la forme, la couleur. Et les fleurs sont souvent de grande taille, aux pétales présentant des couleurs attractives pour les pollinisateurs. Ces couleurs changeantes sont liées à des accumulations de pigments dans les cellules des pétales, sensibles à leur environnement ionique et au pH. L'acidité varie avec l'âge de la fleur, qui peut ainsi modifier ses couleurs en fonction de son état physiologique et restituer, tel le myosotis par exemple, un véritable message pour les pollinisateurs. Les pétales présentent également des marques, des lignes qui attirent les pollinisateurs vers les nectaires et les pièces fertiles. Les formes des corolles des fleurs zygomorphes, comme la sauge des prés, constituent également des pistes d'atterrissage pour les insectes ou parfois sont un leurre, comme dans le cas de l'Ophrys abeille. Ensuite, émission également par ces plantes zoogames, donc on a dit signaux trophiques, signaux visuels, et signaux chimiques. Troisième point. Ensuite, on verra leurs grains de pollen. Donc, signaux chimiques, eh bien, ce sont des parfums, par exemple, ou bien, ou des substances attractives mimant des phéromones. Ce sont des molécules volatiles, ces signaux chimiques constituent des molécules volatiles, odorantes, sécrétées par de petites glandes que l'on appelle les osmophores, situées sur les pétales. Elles peuvent attirer les insectes qui les perçoivent par leurs antennes sur de longues distances, les signaux visuels prenant le relais à proximité de la fleur. Certaines fleurs, comme l'arôme, émettent des odeurs putrides qui attirent les diptères qui y trouvent un lieu de ponte. Ensuite, quatrième point, donc ce sont leurs grains de pollen qui sont de grande taille, jusqu'à 150 micromètres pour la courge, environ 80 micromètres pour le lys, et ces grains de pollen peuvent être ornementés, ce qui favorise leur accrochage aux poils des insectes. Donc, réponse à la deuxième question. Les insectes pollinisateurs trouvent de la nourriture, donc nectar et pollen, au sein des fleurs. Les fleurs les attirent par différents signaux. Les abeilles, par exemple, disposent de pièces buccales extensibles permettant la récolte du nectar aspiré et stocké dans leur jabot. Dans les fleurs au contact des étamines, elles se recouvrent de pollen. Une partie de celui-ci est peignée et disposée en forme de pelote sur la corbeille du tibia pour être transportée jusqu'à la ruche. Mais elles emportent aussi dans leurs poils des grains de pollen qu'elles transportent vers d'autres fleurs, favorisant ainsi leur fécondation croisée. Donc il y a bien une collaboration plantes-animaux. Et réponse à la troisième question. Les angiospermes et les hyménoptères ont évolué conjointement depuis 100 millions d'années, les adaptations des uns favorisant celles des autres. Ces caractères sont ainsi des avantages sélectifs retenus par l'évolution. Bon. Donc voilà, je pense qu'on a bien répondu au problème. On parlait du transport du pollen, étape nécessaire à la fécondation croisée, où nous avons posé comme problème comment la mobilité des grains de pollen est-elle assurée, mais aussi nous avons essayé de comprendre comment s'effectue la pollinisation, en répondant à 3 questions qui étaient des sous-problèmes en fait, sous-questions. Donc nous avons parlé des 2 modes principaux de dissémination du pollen, donc par le vent et également par les animaux. Nous avons vu qu'il y avait des adaptations conjointes entre les plantes et les pollinisateurs, donc on parlait de coévolution. Voilà, moi je pense que le cours est terminé, nous avons bien travaillé. Merci.